Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Tous les êtres vivants partagent un plan d'organisation qui se base sur une unité, la cellule. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie, le fonctionnement de celle-ci et en prime, décrire les principales lignées d'êtres vivants et avec leurs particularités cellulaires. Cette vidéo sera séparée en 4 grands axes. Le premier concernera la définition de la vie. Et oui, on ne peut pas parler de cellules base du vivant si on ne sait pas ce qu'est le vivant. Ensuite, le second axe portera sur l'anatomie générale des cellules. Le troisième axe s'intéressera au fonctionnement des cellules et aux caractéristiques qui leur permettent de vivre et de transmettre la vie. Et enfin, le quatrième axe verra la description des principales lignées d'êtres vivants, qui s'accompagnera bien sûr par la description de leurs particularités cellulaires. Qu'est-ce qu'un être vivant ? Cette question peut sembler plutôt stupide. Si on voit un animal, une plante, une bactérie, on sait que ce sont des êtres vivants. Mais en vérité, la limite entre vivant et non vivant est assez floue. Et pour l'illustrer, nous allons prendre la principale définition de la vie. Cette définition explique qu'un être vivant doit pouvoir naître, respirer, se nourrir, grandir, ensuite se reproduire et enfin mourir. Mais cette définition est tellement généraliste qu'elle peut amener à certains cas plutôt embarrassants. Ainsi, le feu est un être qui naît lorsqu'on l'allume, il se nourrit de bois ou d'autres matières qu'il brûle. On peut dire aussi qu'il respire l'oxygène de l'air. Il va alors pouvoir grandir, même créer de nouveaux foyers, donc se reproduire. Et enfin, il peut mourir lorsqu'on l'éteint. Et pourtant, on sait très bien que le feu n'est pas un être vivant. Et de même, il y a le cas du mulet par exemple. Il s'agit d'un hybride stérile du cheval et de l'âne. Et stérile signifie donc qu'il ne peut pas se reproduire. Pourtant, il s'agit encore bien là d'un être vivant. C'est pourquoi, ici, nous allons définir exactement le type d'être que nous allons étudier. En effet, il existe des êtres plutôt ambigus dont on ne sait pas vraiment s'ils sont vivants ou non vivants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler seulement des êtres possédant des cellules. Ainsi, nous n'allons pas, par exemple, parler des virus, qui ne possèdent pas de cellules. Mais ceux-ci auront leur propre épisode. Nous allons maintenant nous intéresser à l'anatomie des cellules. On peut voir la cellule comme une sorte de sac. La paroi de ce sac est formée d'une membrane qui est principalement composée de phospholipides, donc à savoir des acides gras. Ces acides possèdent une tête dite hydrophile et une queue dite hydrophobe. Ainsi, elle va généralement s'organiser en une double membrane avec les têtes vers les parties aqueuses, donc qui possèdent de l'eau, et les queues vers l'intérieur, isolées de l'eau. Cette membrane est traversée de divers systèmes permettant la rentrée et la sortie de molécules afin de nourrir et de se débarrasser des déchets. Afin de compléter la fonction protectrice de la membrane, de nombreuses cellules possèdent également une paroi cellulaire par-dessus ou dans la membrane. Dans ce sac plus ou moins isolé de l'extérieur, il se trouve ce qu'on appelle le cytoplasme. Celui-ci se compose en grande partie d'une phase liquide nommée cytosol ou hyaloplasme. Dans cette phase liquide se trouvent différentes protéines, molécules complexes qui permettent à la cellule de vivre. On peut par exemple citer l'ADN ou encore les ribosomes, mais nous détaillerons leurs fonctions plus tard dans la vidéo. De nombreuses cellules possèdent également ce qu'on appelle des compartimentations internes. Il s'agit tout simplement de séparation
entre différentes parties du cytoplasme par des membranes qui sont semblables à celles de la membrane externe de la cellule. Les cellules qui possèdent une telle compartimentation sont nommées eucaryotes, et celles qui en sont dépourvues sont nommées prokaryotes. Il existe cependant quelques exceptions chez les prokaryotes qui possèdent une certaine compartimentation, mais pas aussi poussée que celle des eucaryotes. En effet, ces derniers possèdent un noyau, qui est un compartiment contenant l'ADN. Ils possèdent également divers autres compartiments, comme par exemple l'appareil de Golgi, qui permet de réaliser des sécrétions externes de la cellule. Mais les eucaryotes possèdent également ce qu'on appelle des organites. Il s'agit de compartiments qui sont dédiés à la production d'énergie. On retrouve par exemple des mitochondries, qui sont le siège de la respiration cellulaire, ou les chloroplastes, qui sont le siège de la photosynthèse chez les plantes par exemple. Les organites sont le fruit de l'absorption d'une bactérie dans la cellule. On appelle ce phénomène une endosymbiose. Outre des structures internes, les cellules peuvent aussi posséder des structures externes, complexes. Déjà, leur membrane est parcourue de nombreux capteurs qui leur permettent d'appréhender leur environnement. Il peut aussi y avoir divers cils, flagelles, appendices en tout genre à la surface, à fonction motrice ou préhensile. Lorsqu'un organisme n'est composé que d'une seule cellule, on dit qu'il est unicellulaire. C'est par exemple le cas de toutes les bactéries. Lorsqu'un organisme est composé de plusieurs cellules, il est dit pluricellulaire. Dans ce cas, toutes les cellules de l'organisme possèdent le même ADN. Il s'agit par exemple des plantes et des animaux. Dans le cas des bactéries, les cellules peuvent former des colonies, mais il s'agit quand même d'être unicellulaire, car chaque cellule représente un organisme dans la colonie. Après, il y a des cas plus ambigus, comme certaines amibes, qui, dans certaines phases de leur vie, peuvent fusionner leurs cellules et fournir ainsi une sorte de mégacellule qui possède plusieurs ADN, car chaque amibe de départ était un être vivant unicellulaire. On appelle ce type de cellules des cellules polynucléaires parce qu'elles possèdent plusieurs noyaux. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à chacune des caractéristiques de la vie pour les appliquer aux cellules. Pour rappel, ces caractéristiques sont le fait de pouvoir respirer, se nourrir et grandir, le fait de pouvoir se reproduire. Mais ce qui fait l'essence même de la vie, c'est la notion de plan d'organisation. En effet, un être vivant possède une certaine organisation et il va passer sa vie à garder son intégrité et donc à entretenir cette organisation pour finalement transmettre cette organisation en se reproduisant. Afin de réaliser ces tâches, il faut un support pour pouvoir coder cette organisation. Et ce support, c'est le génome. Le génome se compose d'une longue ou de plusieurs molécules d'ADN. Il s'agit d'une molécule organisée en double hélice et dont chaque barreau se compose de 2 nucléotides l'un en face de l'autre. Il existe 4 types de nucléotides: l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Dans l'ADN, la thymine se place en face de l'adénine et la guanine se place en face de la cytosine. Les liaisons hydrogènes entre chaque type de nucléotide permet aux 2 brins de rester solidaires. Au sein de l'ADN, l'information génétique est codée par l'ordre des nucléotides. Cela fournit donc un code à 4 lettres, A, T, C, G, et dont la lecture s'effectue via les ribosomes. Mais qu'est-ce que le code génétique permet de coder ? Eh bien, en réalité, il code des protéines. Il s'agit de molécules qui sont produites par la cellule à partir du génome et qui sont finalement la base du vivant, qu'elles permettent de former toute la cellule en elle-même et de la faire vivre. En effet, beaucoup de protéines
sont dites enzymatiques. Cela signifie qu'elles vont tout simplement provoquer des réactions chimiques. Et ces réactions permettront diverses actions au sein de la cellule, comme par exemple l'ADN polymérase qui permet de créer de l'ADN, ou même justement les ribosomes qui sont des complexes protéiques permettant de créer des protéines. Ces protéines permettront donc de fournir matière, énergie et donc d'entretenir le plan d'organisation de la cellule. Mais comment ces protéines sont-elles produites ? Le code génétique se compose de triplets de lettres. Chaque triplet correspond à un acide aminé. En effet, pour construire des protéines, la cellule va assembler des acides aminés qui sont de petites molécules organiques. C'est l'ordre des acides aminés qui permet de définir la fonction de la protéine. Ainsi, le ribosome va lire 3 par 3 les nucléotides et va associer à chaque triplet un acide aminé qui lui sera donné par une molécule nommée ARN de transfert. L'ARN de transfert est un petit morceau d'ARN qui présente 3 nucléotides et qui s'associe à un acide aminé qui correspond au code de ces nucléotides. L'ARN est une molécule qui ressemble beaucoup à l'ADN, sauf qu'elle s'organise en un seul brin, donc pas en double hélice, et que la thymine y est remplacée par l'uracile. Durant le processus, l'ARN de transfert va donc se lier avec le code génétique. Et lorsqu'il y a compatibilité entre son code à 3 lettres et le code génétique, il va donner son acide aminé au ribosome qui va l'assembler pour continuer la chaîne d'acides aminés qu'il était en train de produire. Cependant, le code génétique qui est lu par le ribosome n'est pas directement l'ADN, mais il s'agit d'un ARN messager. Celui-ci est tout simplement produit en copiant l'ADN et en remplaçant la thymine par l'uracile. On voit ainsi se dessiner les grandes étapes de la synthèse protéique cellulaire. Il y a d'abord la transposition, qui voit le code génétique en ADN se transposer en code génétique en ARN, et ensuite la traduction, qui voit le code génétique en ARN se traduire en protéines. Ce mécanisme se trouve chez la totalité des êtres vivants. Il y a cependant quelques petites modifications, notamment chez les eucaryotes, et nous verrons cela plus tard. Maintenant que nous savons comment la cellule parvient à conserver son intégrité et son organisation, on peut maintenant découvrir comment elle respire, se nourrit et grandit. Toutes ces actions sont réalisées par le métabolisme. Il s'agit d'une chaîne complexe de réactions chimiques qui permettent à la cellule de créer de la matière organique et de l'énergie, qui sont 2 composants principaux de la synthèse protéique. On peut séparer les métabolismes en 2 grands types d'actions. Il y a d'abord les actions qui relèvent d'anabolisme et qui sont simplement les actions de production de matière. C'est par exemple la synthèse protéique. A l'inverse, les actions dites du catabolisme sont les actions qui vont conduire à la dégradation des molécules. Par exemple, la dégradation d'une protéine pour en récupérer les acides aminés et la reconvertir en une nouvelle protéine. Il existe différents types de métabolisme selon la source de matière et la source d'énergie. Chez de nombreuses bactéries et tous les eucaryotes dont les plantes et les animaux, la source d'énergie principale repose dans la respiration cellulaire. Ce mécanisme dégrade le glucose, ce qui crée de l'énergie. Pour ce faire, il utilise de l'oxygène et rejette du CO2 et de l'eau. Ce mécanisme trouve ses origines chez des bactéries et les eucaryotes s'en sont appropriés en utilisant l'endosymbiose. Ainsi, les eucaryotes possèdent des mitochondries qui sont des reliquats de bactéries et qui leur permettent d'effectuer la respiration cellulaire. L'énergie voyage dans la cellule sous forme d'ATP.
Il s'agit de la molécule universelle de l'énergie dans le monde vivant. Lorsqu'une réaction chimique a besoin d'utiliser de l'énergie, elle transforme l'ATP en ADP plus un phosphate libre. Lorsque l'ADP est retransformé en ATP, le phosphate est réintégré dans la molécule. Concernant l'approvisionnement en matière organique des cellules, les deux grandes sources de matière utilisées chez les eucaryotes sont l'hétérotrophie et l'autotrophie. Les organismes dits hétérotrophes, comme par exemple les animaux, vont tout simplement consommer d'autres organismes vivants pour pouvoir s'approprier leur matière organique. Ils sont donc incapables de créer leur propre matière organique et doivent utiliser celle qu'ils trouvent dans leur alimentation. A l'inverse, les organismes dits autotrophes, comme par exemple les plantes, peuvent créer leur propre matière organique. Chez les plantes, par exemple, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Cette voie métabolique permet d'utiliser le CO2 atmosphérique pour le convertir en molécules organiques grâce à l'action du soleil. Cette voie métabolique a été d'abord inventée par les cyanobactéries, qui sont des bactéries dont on connaît les traces depuis au moins 3,8 milliards d'années, et a ensuite été transmise aux plantes via, encore une fois, une endosymbiose. Ainsi, les plantes possèdent des chloroplastes, qui sont des reliquats de cyanobactéries. Outre ces grandes voies métaboliques, il existe de nombreux métabolismes dits exotiques, avec des bactéries qui vont utiliser des sources d'énergie et de matière qui sont plutôt originaux. Après le métabolisme, ce qui caractérise également la vie, c'est bien évidemment la reproduction. L'unique mode de reproduction des organismes prokaryotes est la division binaire. Durant ce mécanisme, une cellule originelle va doubler son ADN et va simplement se diviser en deux cellules filles qui vont chacune recevoir une copie de l'ADN. Cependant, les eucaryotes, eux, possèdent une division plus complexe, qu'on nomme mitose. Durant cette division, la cellule mère va également doubler son ADN pour le répartir dans les deux cellules filles. Cependant, d'autres mécanismes vont se mettre à l'œuvre durant ce processus. Afin de copier l'ADN, celui-ci va se condenser en des chromosomes. Une fois la copie effectuée, les chromosomes vont se doter de deux chromatides, leur donnant leur forme en X caractéristique. Et chaque chromatide, c'est une molécule d'ADN. Ainsi, un chromosome à deux chromatides va posséder deux fois le même ADN. Lors de la mitose, chaque chromatide se sépare et va dans l'une des deux cellules filles. Ainsi, les deux cellules posséderont la totalité de l'ADN de la cellule mère en une seule version. Les eucaryotes pluricellulaires utilisent exactement le même système, mais pas pour la reproduction. En effet, ils l'utilisent pour multiplier le nombre de cellules dans leur corps. Leur reproduction s'effectue via un système dit sexué, avec des mâles et des femelles. Durant la reproduction sexuée, des gamètes produites une par le mâle et l'autre par la femelle vont fusionner et mettre en commun leur ADN pour former un nouvel être unique. Chaque gamète possède la moitié de l'ADN de son géniteur. À la fin de produire des gamètes, il y a un mécanisme nommé méiose. La méiose démarre avec une cellule mère qui possède son ADN en double et qui possède donc des chromosomes à deux chromatides. Il y a ensuite une première division dite inégale. En effet, la moitié des chromosomes va aller dans chaque cellule fille, mais sans séparer les chromatides. Ainsi, les cellules issues de cette première division ont toute la moitié de l'ADN de la cellule mère en double. C'est lors de la seconde division que les chromatides vont enfin se séparer. Ainsi, les gamètes produites, au nombre de 4, auront chacune la moitié de l'ADN de la cellule mère en un seul exemplaire. La reproduction sexuée
est un formidable mécanisme de l'évolution car il permet de mélanger différents ADN et donc de créer des organismes uniques. A l'inverse, la reproduction asexuée consiste en un simple clonage de la cellule. Nous allons à présent explorer les 3 lignées d'êtres vivants actuels, et bien sûr détailler leurs particularités cellulaires. La première que je vais présenter est celle des bactéries. Bon, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Des petits organismes unicellulaires, prokaryotes, et qui ressemblent à peu près tous à des coques rondes. Il y a en fait une très faible diversité des formes chez les bactéries, mais par contre avec une très grande diversité des métabolismes. On a par exemple une bactérie chimiolithotrophe qui utilise les molécules qui proviennent des sources hydrothermales pour produire de l'énergie et de la matière. Mais ce qui caractérise vraiment les bactéries, ce sont certaines molécules qu'on trouve uniquement chez elles. Il y a d'abord le N-formylméthionine qui se trouve sur l'un de leurs ARN de transfert, mais aussi l'acide muramique qui se trouve dans leur paroi cellulaire. Car oui, les bactéries possèdent toutes une paroi dite de peptidoglycane. On dit qu'elle est à gramme moins ou gramme plus, selon leur réaction par rapport à un procédé de mise en évidence particulier. Et chacune des 2 classes de parois présente une organisation différente par rapport à la membrane plasmique de la cellule. Un autre phénomène qu'on retrouve surtout chez les bactéries, c'est les échanges de plasmides. Si chez les eucaryotes on a une reproduction sexuée qui permet des échanges d'ADN entre différents individus, chez les bactéries il y a des échanges moins importants mais qui prennent en compte des petits morceaux d'ADN qu'on nomme plasmides. Ces petits morceaux circulaires vont être échangés entre différentes bactéries via un transfert de plasmides. Cela permet aux bactéries donc d'échanger des gènes et potentiellement donc d'acquérir de nouveaux gènes intéressants pour survivre. C'est notamment comme ça qu'un gène de résistance à un antibiotique peut se répandre dans une population de bactéries et donc rendre ces médicaments inefficaces face à celles-ci. On estime que le nombre de bactéries découvertes en 2017 était de 16 700. Mais on pense qu'il y en a beaucoup plus, jusqu'à 5 à 10 millions peut-être. Parce que le monde des bactéries est encore relativement mal étudié. Mais il y a un monde encore moins bien connu, celui des archées. Les archées, ou archéobactéries, représentent la 2e grande lignée vivante actuelle. Fondamentalement, les archées ressemblent beaucoup à des bactéries. Elles ont une paroi, gramme moins ou plus, elles peuvent faire des transferts de plasmides, elles ont une diversité de formes très réduite, et sont unicellulaires et prokaryotes. Cependant, elles sont caractérisées par la présence de lipides particuliers dans leur membrane cellulaire. En effet, les lipides des autres êtres vivants présentent des liaisons esters, alors que ceux des archées présentent des liaisons éthers. De plus, certaines archées possèdent des membranes monocouches avec des tétraéthers. Les archées sont si particulières car une grande partie de leurs gènes métaboliques sont issus de bactéries. Il s'agit donc du transfert de gènes entre des bactéries et des archées qui ont permis à ces dernières d'avoir une grande diversité des métabolismes. On connaissait environ 350 espèces d'archées en 2017. Et on pense qu'il y en a beaucoup plus dans la nature, notamment dans les environnements mal explorés, comme les sources hydrothermales au fond des abysses. Et on pense d'ailleurs que c'est l'endosymbiose de bactéries au sein d'archées qui ont permis de créer la 3e lignée, à savoir les eucaryotes. Comme vous le savez, les eucaryotes possèdent des organites, mais aussi un ADN complexe, avec notamment plusieurs chromosomes, donc plusieurs molécules d'ADN, alors que chez les prokaryotes, il n'y avait en général qu'une seule molécule d'ADN qui formait un unique chromosome circulaire. Et cette origine des eucaryotes font d'eux des chimères. En effet, le corps cellulaire semble être celui d'une archée, les mitochondries et autres organites sont issus de bactéries, et une grande partie de l'ADN des eucaryotes sont également issus des bactéries. D'ailleurs, cet ADN s'exprime différemment de chez les autres lignées cellulaires. En effet, il y a ce qu'on appelle un épissage. Entre la transcription et la traduction se trouve une étape où l'ARN messager est coupé en morceaux pour le diminuer, pour enlever certaines portions jugées inutiles.
Cet épisage est important car il permet, lorsqu'on le fait de manière différente, d'exprimer les gènes différemment alors que ceux-ci ne changent pas dans le code génétique. Ainsi, dans les êtres pluricellulaires qu'on trouve chez les eucaryotes, cet épisage alternatif permet de modifier les caractéristiques d'une cellule alors même qu'elle a exactement le même ADN que toutes les autres cellules du corps. C'est sans doute une des propriétés intéressantes qui ont permis aux eucaryotes de devenir pluricellulaires tandis que les prokaryotes sont restés à l'état unicellulaire ou de colonies. Les eucaryotes sont estimés à 1 482 118 espèces en 2017, mais il doit en exister bien plus. D'ailleurs, la plupart de ces espèces sont des insectes. Voilà, cette vidéo un peu longue et indigeste est enfin terminée. Je voulais vraiment faire un panorama complet des cellules, de tout leur fonctionnement, de leurs particularités. C'est pour ça que cette vidéo est un peu longue. Donc la prochaine fois dans Focus, on va essayer de remonter aux origines de la vie. Allez, je vous dis à la prochaine sur Esprit Biologie.